écoutez le podcast. Pour ce 8e épisode, il me semblait important et essentiel d'aborder un sujet dont on entend très peu parler. Le sujet du deuil et de comment on vit après la perte d'un être cher. Alors, quand j'en ai parlé autour de moi, de ce sujet-là, on m'a dit mais quelle impudeur. Ça manque de pudeur, ce que tu fais. Ça manque de pudeur. Alors moi, ce que je trouve complètement impudique, c'est de ne pas en parler. Parce que le silence, ça tue. Et que ce serait pas, en fait, rendre hommage à ceux qui sont partis. Parce que si on n'en parle pas, c'est que ça devient des absents. Ils étaient là, ils sont plus là. C'est tout, l'histoire est finie. Moi, ce que je pense, c'est que les personnes qu'on a perdues, ils sont pas absents. Ils sont juste invisibles. Ils continuent d'être là. Et je vais juste vous partager une expérience qui me rappelle à ça ce week-end. Ce week-end, j'ai passé tout ce week-end à Liège, dans un stage, du coup, pour moi, où j'ai participé à ce stage. Et du coup, ce stage, on est tous en groupe. Et il y a des tas d'histoires. Et c'est un joli groupe. Mais on voit à quel point, en fait. Mais ils sont toujours là. Nos morts. Ils sont juste invisibles. Il y a une fille qui vient réparer et qui vient attendre les mots de sa maman qui est pourtant décédée il y a 20 ans. Il y a une mère qui est là et qui a perdu son fils il y a 7 ans maintenant et qui est encore dans la culpabilité de ne pas lui avoir dit certaines choses. Nos blessures, elles continuent. Rien ne s'arrête en fait. Et au contraire, ça peut être pire. Donc là, par ce podcast, et voilà, c'est un espace d'ouverture comme un autre. Il existe des groupes de parole, il y a des thérapeutes que vous pouvez aller voir, mais le podcast, il va juste ouvrir un espace pour juste vous rendre compte que ce qu'on vit à l'intérieur de nous, là, ça va être l'histoire de Loris. C'est un peu de mon histoire aussi avec le décès de ma tante, mais en fait, quand vous allez l'écouter, dans ce qui est dit, dans la douleur qu'on peut percevoir, dans l'incompréhension, dans le choc, dans « je fais quoi maintenant ?» Mais ça, en fait, on y est tous confrontés. Tous confrontés. Et en fait, je trouve que ça fait du bien de se reconnecter juste à notre humanité et de se dire que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, que derrière vraiment nos façades, mais si vous saviez, à quel point, en fait, on se ressemble, mais tellement, vraiment. Donc voilà, j'ai un grand plaisir du coup de vous partager l'histoire de Loris qui a accepté, et je le remercie vraiment, de partager son histoire parce que lui, il a perdu son papa un 11 juillet 2021 après un long combat contre le cancer. Et il vient nous partager son histoire, son ressenti, ses émotions et comment il fait depuis pour rester debout. Tous les liens utiles qui sont partagés dans le podcast, je vous les mets en description sous la vidéo du coup YouTube. Et en tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Et là, pour les personnes qui écoutent ce podcast, j'ai envie de vous serrer mais très très fort dans mes bras. Et je vais finir du coup par un poème de Henry Scott Holland qui dit « La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées ? Simplement parce que je suis hors de votre vue.
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Et je terminerai cette introduction au podcast en vous disant que la seule chose que les êtres disparus qui ont été chers à notre cœur, ils veulent maintenant qu'ils sont passés de l'autre côté, c'est que juste on soit pleinement vivant dans cette vie et pleinement heureux. Donc je vous souhaite d'oser, d'être audacieux et d'oser vivre votre vie à vous, en vous libérant de vos carcans. Et c'est une façon de les honorer aussi, nos absents. Donc voilà, je vous souhaite une excellente écoute et au mois prochain pour le prochain épisode. Alors bonjour Loris. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté du coup de venir dans cet épisode qui est un peu spécial pour le coup. Oui, de rien. Vous avez perdu donc votre papa en juillet 2021 des suites d'un cancer et du coup aujourd'hui on est là pour aborder la vie d'après pour ceux qui restent. Oui. Du coup, première question que je pose à tout le monde dans les épisodes, je vais vous demander de vous présenter. Donc je m'appelle Loris, j'ai 28 ans. Je suis gérant d'une entreprise que j'ai récupérée vis-à-vis de mon papa. Et du coup, je vais vous expliquer ce que je vais faire après dans ma démarche de mon deuil, de mon patron et de mon papa. Vous, en termes de famille, vous avez des frères, des sœurs, vous êtes l'aîné, le cadet, ça se passe comment? Alors, je suis le dernier de la famille, de toute la famille. J'ai deux grands frères. Deux grands frères très très proches. Et ils m'ont beaucoup aidé dans ma démarche de guérison. Je pense que pour débuter le podcast, Oui. ce serait bien qu'on commence par parler de lui, parce que de toute façon, ça va être le personnage principal finalement de cet épisode. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur lui, vos relations? C'était quel homme? Enfin voilà. Mon papa, c'était mon super-héros. C'était mon modèle absolu, le tout. C'était une personne exemplaire. J'aimerais que tout le monde soit un peu comme lui, généreux, solidaire, pas trop généreux non plus. Donc après on verra bien pourquoi ça m'a un peu perturbé dans ma démarche. Mais c'était un papa modèle, c'était un chef d'entreprise exemplaire aussi, pareil, hyper reconnu. Donc malheureusement, quand cette personne part, on se sent vide. Pas du tout accroché, mais vraiment, quand on perd un pilier comme ça, on se sent vraiment au fond, quoi. Et malheureusement, le travail est long pour essayer de rebâtir quelque chose. Et c'est pas évident, quoi. Après, et là c'est expérience personnelle de personnes que j'ai déjà accompagnées. Une fois j'ai eu une personne qui est venue me voir, une femme, qui est venue me voir pour une problématique qu'elle avait. Et en parlant du coup de sa vie, elle me dit que son mari est décédé du coup, mais il y avait déjà quelques années, il y a peut-être 7-8 ans en arrière. Et je lui ai posé la question, mais qui pour moi, j'avais encore jamais perdu vraiment de proches de vieillesse, mais c'est encore différent, je trouve, que quand on les prend par la maladie ou autre chose. Et je lui ai dit, mais est-ce que du coup, vous avez terminé votre deuil? Et en fait, pour elle, c'était hyper violent. Et elle l'a hyper mal pris, cette question, parce qu'elle m'a dit, mais est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un dans votre vie? Bah oui, mais âgé. Et elle me dit, ne dites jamais ça à quelqu'un qui a perdu quelqu'un par la maladie ou brutalement, parce que le deuil, en fait, on ne le termine jamais. Je serai toute ma vie en deuil. C'est clair. Et maintenant que j'en ai vécu, moi, les 2 dernières années, des deuils différents que par la vieillesse, Bien sûr. mais c'est vrai, en fait. Oui, il y a des cicatrices qui resteront toujours là. Ça fera toujours mal dès qu'on appuie. On vit notre vie, on communique, on partage, on fait notre boulot, mais ça reste béant, quoi. Alors, dans l'idée, en fait, l'épisode, il va suivre les étapes du deuil que notamment le docteur Christophe Fauré, qui est un psychiatre,
et qui a beaucoup étudié du coup le deuil, il recommande en fait fortement. D'ailleurs, le livre, il est vraiment très bien fait. Je sais que votre maman, du coup, elle l'a beaucoup lu et c'est elle qui me l'avait conseillé. Et en effet, il est super. Le livre, il s'appelle Vive le deuil au jour le jour. Donc, il est vraiment super. Du coup, déjà, premièrement, est-ce que le sujet de la mort, c'était un sujet dont vous parliez dans votre famille? Est-ce que, ou c'était tabou? C'était comment chez vous? Chez nous, la mort n'était pas tabou en fait. La mort faisait partie de nous et on profitait justement ensemble pour faire en sorte que la mort soit moins brutale, de ne pas avoir de regrets. Par rapport à mon père, c'était la première personne à réunir tout le monde pour justement profiter de chaque moment avec toutes les générations confondues. Ça, c'était notre force en fait. On voulait vraiment rester tous soudés à profiter de la vie avec des générations qui se mélangeaient de 90 à un mois, quoi. C'était fou, des moments magiques. Ça, ça n'a jamais été tabou, ça a toujours été assez ouvert. Profiter du moment présent avec toute la famille en fait, pour pas avoir de regrets. Est-ce que ça, c'est quelque chose que lui ou votre mère, c'est des choses que vous entendiez depuis petit? Des phrases des fois toutes dites où en fait, vous parlez souvent, vous en séance, ça me marquait. Il y a la théorie et il y a la pratique. Alors en théorie, qu'est-ce qu'il disait votre père sur la vie, sur la mort? Mon père disait toujours vis chaque jour comme si c'était le dernier, mais fais des projets comme si tu allais vivre une éternité. Ou alors, si je reviens par rapport à la famille et au rassemblement, mon père avait toujours cette phrase qui disait c'est pas autour d'un cercueil qu'on réunit la famille. Ça, c'est des paroles qui restent. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, quand mon père est parti, il y avait toute la famille, mais c'était pas dans des mêmes circonstances, quoi, malheureusement. Un premier temps, si on va parler du moment de l'annonce en fait du décès, le choc, ils appellent ça le choc du coup. Comment ça s'est passé pour vous, le moment où vous avez appris du coup qu'il était parti? Est-ce que déjà c'est un moment dont vous vous souvenez ou des fois on zappe complètement le moment là? C'était comment pour vous? Personnellement, j'étais en train de travailler avec mon père et le souci, c'est que la maladie a commencé à l'affaiblir d'une une certaine violence, entre guillemets. Et donc du coup, j'ai un peu anticipé son décès en sachant qu'il était malade. Donc ça, c'était... Donc ça c'est important du coup de le dire. En fait, vous travaillez avec votre père depuis que vous avez commencé en fait à travailler. Tout à fait. Vous faites exactement le même métier que votre père. Oui. Donc ça c'est important parce que pour le coup c'est pas courant non plus. Non, non, du tout. Bah, mon papa, c'était mon papa surtout, et c'était aussi mon patron. Voilà. Ça, c'était une relation super, on était vraiment plus que fusionnels. Et malheureusement, quand on a appris qu'il avait un cancer, toutes les possibilités nous traversent l'esprit. Et quoi qu'il arrive, on s'attend au pire. Même si pendant la guérison, il y a eu des espoirs, et honnêtement, j'étais bien content avoir de l'espoir pendant ces moments-là. Mais après, c'est en partie de la chance, soit aller de notre côté ou soit pas, c'est la vie, c'est comme ça malheureusement. Mais quand il est décédé, le 11 juillet, ça m'a fait un électrochoc, même si avant je savais très bien qu'il allait partir, et c'est vrai que là je me dis c'est la fin. Et pour regarder devant, c'est compliqué, quoi. On voit que du brouillard, surtout que mon père me chapeautait surtout au niveau professionnel. On se retrouve un peu au milieu d'un bureau avec tellement de dossiers, on ne sait pas par où commencer, quoi. Est-ce que ça c'était prévu que vous... Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec votre père, que c'est vous qui allez reprendre la boîte ou en fait ça vous est un peu tombé dessus? Ça m'est tombé dessus, mais mon père était dans le but de m'accompagner, quoi qu'il arrive, jusqu'à la reprise de la société. Donc on avait une deadline dans le sens où quand il partait en retraite, il pouvait me soutenir quand même à mi-temps, par exemple. Mais malheureusement, il n'a pas
atteint l'âge de la retraite et du coup tous les projets ont été avancés, sachant qu'il était malade. Donc vu qu'il anticipait tout dans sa vie, donc je me doutais que lui aussi s'attendait au pire quoi qu'il arrive et préparait le terrain pour son fils. Et c'est vrai que cette démarche-là, c'était difficile pour lui et pour moi, quoi. Les premiers instants où il est parti, à ce moment-là, par rapport à votre mère, à vos frères, à du coup la société, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre tête au moment-là? Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un trou noir de qu'est-ce que ça va être demain? Chaque jour, je savais pas ce que ça allait donner sans avoir papa à côté. La personne qui était toujours là à nous aider, à nous pousser au meilleur de nous-mêmes, on ne peut pas anticiper. Parce que de base, mon père était... bon, pour moi, c'était un super-héros qui voulait absolument le bonheur de ses enfants. Et il a anticipé tout pour ses 3 fils. Et il a fait la même chose pour moi. Mais quand on se dit qu'il n'y a personne qui anticipe pour nous, qu'est-ce que ça va devenir? Après, sachant que lui nous a quand même bien avertis sur la vie, on se pose des questions sur comment ça va se passer. Personnellement, c'est un premier contact violent avec la mort que j'ai eu, et c'est vrai que c'est quelque chose de... C'est quasiment indescriptible. On avance, mais où? On ne sait pas. Comment? Ce que ça va devenir. Le souci, c'est que mon père avait aussi des relations avec tout le monde, de très très bonnes relations avec la famille, les amis. On va se dire que ouais, il y aura toute la famille qui va être réunie pour mon père, quoi. Et de revoir tout le monde dans d'autres circonstances, on ne sait pas comment appréhender tout ça, quoi. On comprend pas, on sait pas quoi. On comprend pas, on sait pas, on avance dans le brouillard, on n'anticipe plus rien, on n'a pas de routine, on n'a pas de... Non, c'est quelque chose de terrible. L'évolution, en tout cas physiquement, de comment ça a évolué. Au début, le sommeil, vous l'avez perdu tout de suite. C'était les tensions. C'était comment? Au tout début, c'était quoi? C'était plus au niveau des épaules que j'avais des tensions, je pense. J'avais trop à supporter d'un coup. Parce que le problème, c'est quand j'ai perdu mon père, j'ai fait entre guillemets un deuil blanc. Je savais très bien que mon père allait partir, tout en sachant qu'il était encore en vie. Et j'étais un peu le rôle de la personne qui rassurait un peu la famille, des nouvelles, etc., de la société, de la clientèle. C'était beaucoup sur les épaules, sur le fait d'être un peu dans ce train de travail. Parce que, entre guillemets, j'ai jamais travaillé ailleurs qu'avec mon père. Et la douleur, elle se fait vraiment au niveau de tout, en fait. Des épaules, du cœur, on se sent écrasé. Je me suis senti écrasé depuis le début, en fait. Est-ce que là, dès le début, le soutien, est-ce que c'était comme vous... C'était comment pour vous? Quand un pilier tombe, on cherche des renforts ailleurs, malheureusement. Enfin, malheureusement, enfin non, bon, plutôt heureusement. Mais en soi, quand je vois les piliers qui nous entourent, on peut toujours se raccrocher à quelqu'un d'autre pour se reconstruire. C'est ce qui m'a permis d'avancer, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait très bien que quand on perd un pilier, les forces, elles se répartissent autre part, quoi. Et quoi qu'il arrive, la nature fait les choses, en fait. On se rend compte que quoi qu'il arrive, on peut perdre n'importe quelle personne, il y aura du soutien de quelqu'un d'autre, on va en chercher, on va chercher du soutien chez les autres, quoi, en soi. Et il y a des relations qui se créent et forcément, il y a plus de force chez certaines personnes que d'autres et du coup on se reconstruit. Mais le fait de perdre un pilier et tout un
un château, si je peux dire, et ben, le château, il faut qu'il soutienne avec les forces des côtés, quoi. Votre papa, c'est quelqu'un du coup qui était extrêmement fort. C'était le pilier du coup de votre famille. Lui, il est parti. Là, du coup, tout le monde voit. En fait, tout le monde voit les vrais visages de ceux qui étaient autour. En fait, c'est pas que lui qui s'effondre, c'est toute la famille. On voit ce qu'on n'avait pas vu en fait avant parce que lui protégeait beaucoup de choses. Vous voyez? C'était en fait lui, c'était lui qui était à l'initiative de tout en fait. Et c'est vrai que quand on perd une personne comme ça, c'est dingue comment que les masques tombent. Et c'est pour ça que quand il y a des ravages comme ça dans une vie, malheureusement il y a un tri qui est fait au détriment de ce qui s'était passé avant. Et ça, je trouve que c'est naturel, encore une fois. On ne peut pas y faire face. Quoi qu'il arrive, ça sera fait naturellement. Et ce sont des choses qu'il faut accepter finalement. Parce que quoi qu'il arrive, quand on veut avoir la volonté d'aller bien, on essaie de chercher du réconfort chez vraiment les personnes à qui on peut avoir du réconfort. Il y a certaines personnes qui nous ont plus foutu dans la merde qu'autre chose, si je peux dire. Et quoi qu'il arrive, on ne peut pas rester en contact avec tout le monde. Et quand il y a un déchirement comme ça total d'une famille, il y a forcément deux côtés. Ou plusieurs, c'est ça le problème. Et quoi qu'il arrive, les relations, quand il y a des piliers fictifs, entre guillemets, et ben, les 4 piliers porteurs, ils sont consolidés et le reste, c'est du nettoyage, quoi. C'est ça le plus important, c'est de trouver ces murs porteurs. Des fois, il y a des piliers décoratifs, hein. Malheureusement, on s'en aperçoit. Alors pour ceux qui écoutent du coup le podcast, Loris, c'est beaucoup les images. C'est ce que j'adore. C'est hyper symbolique, mais pour le coup, ce que vous dites, moi, je l'ai vachement retrouvé dans ma famille à moi, parce que pour le coup, moi, j'ai perdu une tante d'un cancer aussi. Il y a la même année, du coup, vous avez perdu, vous, votre papa. Et c'était la plus jeune des sœurs, donc c'était absolument pas dans l'ordre naturel des choses. Et moi, j'ai observé, parce que je fais le métier, ce que je fais. J'étais plus âgée aussi, donc j'ai une autre vision de quand j'étais plus jeune et que j'avais perdu mon grand-père assez jeune ado finalement. Là, encore différent. Et là, par contre, ce que moi, et on n'est pas du tout préparé à ça, c'est qu'en fait, on observe sa famille devenir en fait les petits-enfants qu'ils étaient tous. Moi, j'ai observé mon père qui devient un frère et un fils du coup auprès de sa mère qui reste en vie. Et en fait, ils sont 6 dans cette fratrie. Et j'ai observé en fait toutes les blessures qu'ils pouvaient avoir, mais d'enfance, qui se réveillent en fait quand il y en a un qui meurt. En fait, on se rend compte que peu importe le nombre qu'on est dans une fratrie, on avait tous un rôle à jouer là-dedans. Et en fait, quand il y en a un qui part, mais c'est tout l'échiquier en fait qui tombe. Tout le monde est encore vivant, mais vraiment, c'est impressionnant parce que pour le coup, tout le monde perd pied à son niveau. Et là, il y a plein de choses en fait qui étaient peut-être sous le tapis et qui ressortent. Peut-être des jalousies, peut-être des moi j'ai manqué de ça et toi t'avais plus. Et c'est impressionnant, je trouve, parce que là, peu importe l'âge, moi je sais que voilà, c'est une fratrie, ils sont âgés. Mon père a 67 ans, et c'est le plus grand. Le plus petit, il a 12 ou 13 ans de moins. Donc ils avaient tous dans les âges-là. Et là, c'est impressionnant parce que moi, je voyais plus mon père, ni mes tantes, mais je voyais du coup des petits-enfants, mais qui étaient complètement perdus parce que l'ordre, en fait, normal, ma grand-mère, je l'ai vue complètement perdue. Elle avait perdu sa fille. C'est absolument pas dans l'ordre des choses. C'est clair. Et ça, je trouve que c'est hyper violent aussi. En plus de la perte, ça, c'est hyper violent. C'est très très violent, effectivement. Mais j'aime bien les images, là, vous avez parlé des échecs. Mais quand on perd une pièce maîtresse du jeu, c'est hallucinant la remise à zéro de tout, quoi. Et c'est vrai que quand on est comme ça, on remet les pions à sa place, les têtes, les dames, et là on voit vraiment le statut vis-à-vis de chaque personne, quoi, en fait. Et se rendre compte de ça, c'est pas évident. Mais au début, là maintenant c'est le chemin. Là on est à quasiment 2 ans du coup de la perte. Au début c'était la colère, beaucoup.
quand on se rend compte en fait de tout ça, il y a énormément d'émotions. En fait, de toute façon, les émotions, elles sont complètement ambivalentes, elles changent tout le temps. On sait même pas trop les identifier d'ailleurs. On est juste traversé par le chagrin, quoi. Oui, c'est clair. De toute façon, dans tous les cas, on a des émotions qu'on peut même plus contrôler. Quoi qu'il arrive, on se lève le matin, on ne sait pas si on sera de bonne ou mauvaise humeur. Quoi qu'il arrive, et on fait avec. Ça, c'est toujours la punition pour tout le monde. On est tous humains, on n'est pas des robots et malheureusement, des fois, la colère peut être très mauvaise conseillère, comme le chagrin ou toutes les émotions. Il faut tirer. Pour ma part, j'ai tiré des meilleures parties pour justement me reconstruire et faire un tri en fonction de mon tempérament, quoi, surtout le tempérament de chaque personne. Et justement, quand on perd une personne, j'ai remarqué que les tempéraments se réveillent de chaque personne en fait, mais de façon assez accentuée, et c'est vrai que c'est très perturbant. Pour vous, vous avez découvert quoi du coup sur vous et votre tempérament à vous? Parce que jusque maintenant, finalement, vous étiez le fils de votre père. C'est ça. Et là, du coup, je me construis maintenant, moi tout seul. Et c'était des questionnements, mais pendant des mois et des mois. Mais je suis qui finalement sans lui? C'est ça. Parce que les premières séances, vous ressemblez physiquement à votre père. Moi, je ne l'ai pas connu, mais c'est ce que vous dites. Oui. C'est ce que votre mère raconte aussi. Les mimiques, vous faites le même métier que lui. Et vous disiez au début, mais je suis en fait dans les chaussures de mon père. Le souci, c'est que mon père m'a trop conditionné, mais parce que voilà, on était tous les deux à fond dans le métier, et forcément, quand on a une personne qui est hyper gentille avec tout le monde et appréciée de tout le monde, on veut forcément lui ressembler, on veut faire bien. Et finalement, on déteint, quoi. On déteint et du coup, quand cette personne part, on se rend compte que dans le miroir, on ne sait pas à qui on a affaire. Je dis, mais je réfléchis comment comme mon père ou qu'est-ce que tu ferais toi? C'est des questions que je fais tout le temps, enfin sans cesse, même à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je suis toujours, vis-à-vis de mon métier, ça m'aide beaucoup, mais dans la vie de tous les jours, le problème c'est que je faisais comme mon père, où j'avais les mêmes mimiques, les mêmes tempéraments, des fois comme lui. Maintenant qu'il est plus là, je me suis retrouvé moi, entre guillemets. Mais dans la période justement où vous ne saviez pas, où justement c'était et maintenant, qu'est-ce qui tournait dans votre tête? Je me posais surtout les questions, qu'est-ce que tu fais toi, qu'est-ce que ton père aurait fait? Et à chaque fois, là je me suis rendu compte que j'étais incapable de prendre une décision. Parce qu'à l'époque c'était mon père qui les prenait. Et prendre les décisions, mon père est décédé, j'avais 25 ans, 26 ans, récupérer une société, les décisions vis-à-vis de la famille, j'étais complètement largué. Mais en soi, c'était mon père qui m'avait conditionné à ne pas prendre de décision. Parce qu'il voulait tout bien faire, et c'est pas faux. Bon, même si je sais qu'à la fin, c'était son objectif, mais bon, la nature a fait qu'il parte avant. Mais bon, je me suis adapté, mais de façon assez triste, et c'était très dur. Parce que vous finalement, et là du coup c'est la deuxième étape, vous, la fuite, parce que on fuit tous quand le chagrin il est trop fort, vous ça a été le boulot. En fait, vous vous êtes plongé dans le boulot. C'était le travail qui primait, quoi qu'il arrive, parce que c'était la priorité de vouloir bien faire. Ça, c'est aussi mon tempérament, vouloir bien faire, ça fait partie de mes tempéraments, que mon père aussi faisait. Donc pareil, on se retrouve, mais quoi qu'il arrive, je veux bien faire. Donc c'est pas moi, c'est difficile à dire, mais dans l'image, c'est ça, quoi. Le retour au boulot? Le retour au boulot, c'était très très compliqué. On le voit partout, on prend sa place. J'avais mon bureau et le problème c'est, finalement il y a plus de place dans son bureau, je vais quand même bien m'installer. Et se mettre assis sur un fauteuil où il était là, c'est compliqué, quoi. Se mettre vraiment dans ses chaussures, c'était très compliqué. J'étais encore un enfant, j'ai l'impression. Quand on perd un parent, on grandit d'un coup en fait. Et c'est vrai que quand je regarde les photos de moi avant le décès et après le décès, je vois plus la même personne et j'ai l'impression que j'ai même du mal à me remettre à la place de l'enfant qui était en moi avant.
parce que je réfléchis plus pareil. Mais en soi, quand on vit cette épreuve, on n'arrive pas à anticiper les questions qu'on peut te poser ou les questions qu'on va te poser. On essaye de répondre sans trop répondre. On est un peu tellement perdu qu'on essaie de suivre une routine et de se chercher dans sa routine. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le bon chemin ou les bonnes décisions. Et le problème, c'est que quand tout est si brutal, il n'y a que le temps qui fait que on refait des erreurs, on réapprend nos erreurs. Et le problème, c'est que les erreurs, au début, je ne les commettais pas, parce que mon père était derrière. Et quand on est contraint de résoudre les problèmes, et c'est la théorie et la pratique maintenant. Et ça, je me souviens au début, c'était surtout mais moi, je mérite pas. Lui, il a galéré pour en arriver là. Moi, j'ai pas galéré. Du coup, quelle place, en fait, je peux... Comme une autorisation. Comme s'il vous manquait une autorisation. Oui, en fait, mon père, il était, il a monté sa boîte. Ça a été très compliqué pour lui, donc forcément, il devait manger. Donc, c'était une raison suffisante pour déjà se bouger, à prendre les décisions très vite. Et je sais qu'il a quand même déposé plusieurs fois le bilan, etc. Ça a été très dur. Et je sais qu'à la fin, qu'il était proche de la retraite, la situation allait bien. Et quand je voyais mon père étant petit, je le voyais tout le temps en train de courir, de bûcher, de se reprendre pour un con, de s'insulter. C'était hyper dur de voir ça. Et de se dire, je vais récupérer ça, mais dans quelles circonstances? Et les circonstances n'étaient pas les mêmes. Moi, j'ai mon père qui m'a conditionné, qui m'a entre guillemets donné des armes en soi, qui s'est forgé durant toute son expérience. Et j'essaie d'utiliser ces armes, et finalement j'essaie de comparer quand mon père s'est forgé ces armes-là. Et c'est là que je me dis, les situations sont très très différentes. C'est d'autres situations, c'est d'autres opportunités, c'est d'autres contraintes, d'autres problèmes que lui n'avait pas et que moi j'ai en fait. Et du coup, je me mets à la place de mon père, mais ça servait à rien. Parce que c'était quelque chose de vraiment différent, quoi, en fait. Comme des fois, je me pose la question, si les rôles avaient été inversés, qu'est-ce que mon père aurait fait? C'est ce qui m'a permis d'avancer à quelque part. Parce que mon père n'a pas vécu ça. On vit tous les choses différemment. Donc, ouais, c'est des remises en question comme ça, quotidiennes. Ne pas se sentir légitime, c'était ça. C'était ça qui me manquait. Je l'ai. Parce que finalement, vous étiez avec l'idée de maintenant je profite en fait de tout ce que lui a fait. Oui, j'étais pas du tout légitime en fait. Ouais, J'étais tout le temps en train de me reposer c'est ce que je disais, je me comparais par rapport à l'expérience de mon père qui s'est forgé ses armes, et moi j'étais pas là. Et le souci, c'est qu'il était tellement buté au travail, à galérer, que moi derrière je galérais pas trop. J'étais confortable, mais il me manquait quelque chose. Que mon père, enfin, il manquait déjà forcément l'appui de mon père, ses encouragements et tout ce qui s'ensuit. Mais à côté, je culpabilisais d'être à ma place en fait. Parce que j'ai hérité de ça, mais est-ce que je l'ai... Après, est-ce que je l'ai vraiment hérité par volonté? Est-ce qu'on me l'a imposé? Ça, ce sont des questions qui sont quand même venues en soi, et c'est tout le temps des remises en question sur ce que mon père a fait et ce que je veux faire moi. Et là, vous parlez de notion de culpabilité. En fait, on entend la difficulté de prendre la place finalement de quelqu'un qui était un pilier. Il prenait énormément de place. Et de l'autre côté, donc il y avait votre nouveau quotidien où en fait vous étiez complètement perdu parce que tout était nouveau pour vous finalement. Et de l'autre côté, il y avait votre famille, votre mère, surtout vos frères, ou votre mère, du coup, c'était... T'as l'héritage maintenant, donc comment tu t'en occupes, comment ça va la société. Vous voyez, c'était hyper, en fait, pour vous, c'était hyper difficile parce que vous aviez deux places en même temps. Oui, c'est ça, mais j'avais vraiment deux places. Et le souci, c'est que de base...
Mon père chapeautait tout, et quand il y a vraiment un pilier en moins, ben, on se retrouve à prendre les décisions, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Et en tout, dans la vie privée, dans la vie pro, on se cherche, mais dans tout. Et de l'autre part, vous deviez rassurer votre mère. Oui, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'avec mes parents, on était un trio dans le sens où on avait quand même cette routine de manger à midi avec ma mère pendant le travail. On travaillait à la maison, on travaillait à droite à gauche. Et de temps en temps, ben, on rentrait à la maison, on mangeait tous ensemble, on était le trio entre midi, quoi. Et c'est vrai que retourner dans cette routine-là, seul avec ma mère, c'était quelque chose de très 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 difficile. Ça l'est toujours, mais non, ça l'est vraiment toujours. Et en soi, il y a une place manquante. Il y a une place manquante, et comment combler cette place manquante? Ce sont des forces qui s'échangent. On s'entraide comme on s'était jamais entraidé, parce que mon père faisait le lien, parce que mon père chapeautait tout. Donc du coup, on trouve d'autres chemins. Et ça, au quotidien, c'est compliqué à le voir et à le ressentir. Mais avec du recul, de temps en temps, quand je prends 5 minutes à réfléchir, je me dis que voilà, il y a des relations qui sont créées parce que mon père est parti. Mais en soi, j'étais maître de rien, en fait. J'ai pas pris de décision. J'ai fait en sorte que le travail soit bien fait vis-à-vis de la société, mais en soi, tout s'est fait naturellement, quoi, en fait. Parce que le problème, je suis décisionnaire de rien, c'est la routine que je continue à employer qui va faire en sorte que ça aille mieux. En fait, ça vous a plongé dans votre routine. C'était un pas après. De toute façon, je vois pas le reste. C'est un pas après l'autre, quoi. C'était vraiment. Si je refais une image simpliste, quand mon père est décédé, j'étais par terre. Et pour se relever, c'est compliqué, on n'arrive pas à se relever. J'ai l'impression d'être à terre et de parler à tout le monde, essayer de faire une routine, on n'arrive pas à se relever, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ramper. Et ramper, on marche plus, quoi. C'est difficile. On voit tout le monde en train les gens qui marchent, on les voit en train de courir. On s'en arrive même plus. On est vraiment l'impression que le temps s'est arrêté, quoi. Et ça, alors l'image, moi j'adore parce que je trouve qu'elle est hyper parlante. Et ça, en tout cas moi qui l'ai vécu aussi, comme ce que vous dites, c'est hyper. Alors c'est pas violent parce qu'en fait au moment là, on s'en fout et on comprend même pas ce qui est en train de se passer. Mais quand on voit les gens qui marchent et qu'on voit courir, et on a l'impression en fait qu'il va falloir qu'on reprenne en fait le cours. En fait, la société voudrait qu'à un moment donné, il y a un temps défini pour le deuil, mais qu'après il faut que ce soit comme avant. Mais comment je fais alors que moi à l'intérieur tout est complètement en fait brisé. Je suis tombée. Et là, la seule chose que je sais faire, c'est d'être juste dans mon quotidien. Je sais qu'il faut que j'aille travailler. Je sais qu'il faut que je mange, dorme. Voilà, ça s'arrête à ça. Moi, pour moi, comment moi je l'ai vécu, c'est que, et je pense que ça, c'est le métier que je fais qui a fait ça à un moment donné, où je prenais des nouvelles des gens, où je prends soin des gens. Oui. Mais là, quand moi j'étais en deuil et qu'en fait, je me suis pris ça un peu en pleine face, mais j'avais absolument aucune force pour prendre soin de qui que ce soit, parce que mes seules forces, elles étaient juste j'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. Enfin, c'était physiologique, quoi. Je m'occupais juste de ça. Et là, moi, en tout cas, comment moi je l'ai perçu, c'est que j'ai eu la sensation que les gens, ils étaient là en train de... C'est mon sentiment, personne me l'a dit, hein. Mais mon sentiment, c'était mais tu fais quoi? Parce que moi, là, j'ai besoin de toi. Et là, toi, t'es pas là. Non, et moi, je suis pas là, mais je suis là pour personne, en fait. Et ça change après. Parce que pour le coup, quand on se relève de ça, là, chacun reprend sa juste place et on se dit, mais à quel prix en fait? C'est vraiment ces relations de comprendre moi dans mon deuil, plutôt que de me réclamer quelque chose ou de faire quelque chose. C'est tragique ce qui se passe. Et c'est un traumatisme, c'est vraiment un trauma. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que du fait que physiquement, on n'a rien mais qu'on a perdu un proche, mais physiquement t'es bien? Non, je suis pas bien. Et tous les jours, c'est compliqué de se dire, quoi qu'il arrive, je me lève, je vais me doucher, j'ai la santé, mais
mais je suis par terre. Je suis par terre. Et puis il arrive même, et c'est ça en fait. Mais après, je pense que tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas du coup ce que c'est. Mais même des fois, on va nous voir rire. Parce que des fois, il y a quelque chose qui va nous faire rire. Et du coup, tu vas mieux. Mais non. Non, c'est pas ça. C'est à l'instant T. Il y a des gens à l'instant T, on peut rigoler. Moi, je suis le premier à rigoler. Je dis pas que quand mon père est parti, j'ai pas pleuré tous les jours. Et à quelque part, justement, dans des moments où on se retrouve, il peut y avoir de la bonne humeur, de la joie, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qui nous fait maintenir. Et c'est pour ça que personnellement, quand j'ai perdu mon papa, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me soutenir. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte à tel point c'est important d'être bien entouré, trouver d'autres piliers. Il faut essayer de, comme je le répète, je suis par terre, il faut que je trouve un appui pour que je puisse au moins mettre la main et me soulever. Avec du recul, c'est ce que je ressens. Et pas forcément avec des grandes théories. Des proches qui sont là, en tout cas moi c'est ce que j'avais ressenti, mais dans mon quotidien. J'ai pas besoin que tu me parles pendant des heures. Juste sois là. Des fois en fait, il n'y a même pas besoin de parler en fait. Des fois c'est juste être là, et c'est pour ça que personnellement j'ai pas d'animal, mais le fait d'avoir un animal chez soi, c'est quelque chose de très puissant. Ça parle pas un chien. Mais une présence qui est là, qui nous soutient quoi qu'il arrive, c'est vraiment... les animaux sont les plus honnêtes, et après, des gens honnêtes, il y en a aussi. Et il faut les trouver, au même titre que les chiens, malheureusement. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment... Je mets le chien et l'humain sur le même pied d'égalité, quoi. Alors, même limite le chien sur un pédestal, parce qu'il ne me trahira jamais. Là, vous dites, j'ai pas d'animal, mais vous en avez eu un pendant 18 ans. J'en ai eu un. Voilà. Moi, j'ai perdu le mien, du coup, pour l'épisode. J'ai perdu le mien, j'ai dû le faire piquer il y a 15 jours. Voilà, c'est des douleurs horribles, parce qu'eux sont avec nous dans notre quotidien. C'est les seuls qui ne nous trahiront pas, et ils n'ont pas de masque. Et quoi qu'on fasse, qui on est, ils nous aiment en fait comme on est. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et quoi qu'il arrive, quand on est heureux, ces moments avec les animaux, ça nous rend heureux. Le fait d'aller voir un animal, ça nous rend heureux quand même. Donc même si on est triste, on est en deuil, on est par terre, on a quand même un animal de compagnie ou des personnes qui nous donneront le sourire. Et ça, c'est très important, le fait de quand même sortir, parce que des fois, j'ai l'impression que personnellement, j'ai dû aller chercher cette attention. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'initiative de venir, et ça, je trouve ça très fort. Et je trouve que des fois, le problème, c'est qu'aller chercher l'attention, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et le fait d'oser d'aller chez des amis, de passer à l'improviste, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a des moments, je suis quand même pas bien, mais quoi qu'il arrive, je sais que quand je vais aller chez des amis ou la famille, je vais avoir le sourire. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est que, et ça on peut pas leur en vouloir, parce qu'il y en a qui savent pas faire, donc en fait, ils s'effacent. Et ça, c'est très compliqué. Je l'ai vu avec ma mère qui a perdu son mari et les tragédies qui s'est passées dans la famille. Elle s'est retrouvée seule, vraiment seule. Et je sais que, bon, il faut pousser un peu ma mère parce qu'elle elle a son caractère. Mais après, il faut apprendre à connaître les gens aussi pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Ça aussi, je trouve que c'est très important, de bien connaître les gens, leur comportement, leur tempérament. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris lors de mon deuil. Le tempérament des gens est révélé. Enfin, pour moi, il a été révélé. Parce que finalement, quand on est un peu bercé dans cette routine, on ne se rend pas compte de qui sont les gens. Moi, j'ai connu ma mère en tant que maman. J'ai pas connu ma mère en tant que jeune fille. Et là, je retrouve la jeune fille avec son tempérament. Et le fait de connaître les tempéraments de chaque personne, on peut amener nos solutions pour les sortir, pour redonner le sourire, pour faire en sorte que ça aille bien, malheureusement. Mais c'est un fait. En fait, je pense que, et c'est beau de la façon que vous l'avez dit, mais en fait, il faut réapprendre à découvrir nos proches. Parce que voilà, votre maman, vous typiquement, on lui a enlevé son pilier à elle aussi, parce que ça faisait 35 ans qu'ils étaient ensemble.
Et il prenait beaucoup de place, il l'aidait beaucoup. Donc là, quand on lui a retiré, ben, là, c'était la petite fille. Je fais quoi maintenant? Comment? Les décisions, c'était pareil que vous. Elle savait plus prendre de décisions. Elle était aussi comme une petite fille. Donc, en fait, on pense connaître nos proches, mais quand il arrive vraiment quelque chose, en fait, on découvre d'autres facettes de qui ils sont. Et c'est là, en fait, qu'on peut vraiment leur tendre une main ou que ce soit différent. En fait, c'est pas immuable, quoi, les rapports qu'on a avec eux. Oui, c'est clair. Mais c'est quand même perturbant de connaître le tempérament de la jeune fille aussi. Je trouve que ça travaille beaucoup en vrai parce que pendant 25 ans, j'ai connu ma mère. À 26, 27, le temps du deuil de cette épreuve, de la maladie, on se rend compte vraiment du tempérament à l'état brut. Parce qu'à l'époque, mon père chapeautait tout, il était décisionnaire de tout, du foyer. C'est quelque chose de très, très difficile. Qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, sur votre maman? Parce que du coup, votre maman, elle vient aussi ici, et un de vos frères vient aussi du coup ici. Donc en fait, ce qui est beau, c'est que je vois en fait que le deuil, et ça pour le coup c'est un message important que moi je voudrais faire passer, c'est que chacun vit le deuil à sa façon. Il n'y a pas un deuil, il n'y a pas un mode d'emploi du deuil à suivre. Chacun vit le deuil comme il le sent en fait. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et vous êtes 3 du coup que moi j'accompagne, vous êtes de la même famille. C'est la même personne qui est partie et vous le vivez tous les 3 de façon mais complètement différente. Donc là, vous, pour votre maman, qu'est-ce que ça a révélé finalement? Qu'est-ce que vous avez vu et qui peut être perturbant? Après, c'est très compliqué par rapport à ma mère. Parce que mon père, on était hyper fusionnels et mon père me disait vraiment toute la théorie sur ma mère. Donc, entre guillemets, ma mère, je la connais sur ses comportements, etc. Mais comme mon père le faisait bien, c'est la théorie et la pratique. Et c'est ça qui est très fou parce que mon père m'a toujours averti sur ce qui peut se passer dans la vie. J'en ai toujours eu conscience, mais quand on le vit, c'est complètement différent. Et mon père, quand il parlait de ma mère, c'était très théorique. Je la connaissais, mais de s'en apercevoir, c'est autre chose. Donc, Puis pas comme ça, vous la connaissiez pas comme ça. Lui, il vous parlait de la femme en fait, il vous parlait de sa femme. moi, je la voyais comme maman, et mon père me décrivait sa femme, et pas ma mère. Mon père décrivait sa femme, et pas ma mère. Et là, maintenant, vous avez affaire aux deux. Oui. Ou est-ce que vous avez affaire plus à une facette qu'à l'autre? Au début, j'étais face à ma mère. Parce que mon père était décisionnaire de tout, je connaissais le tempérament de ma mère, mais je sais que là, je vois ma mère, mais plus comme avant, certes, mais je la vois maintenant comme la jeune fille et ma mère. Enfin, je l'ai toujours su, mais en théorie, mais en pratique, même si la pratique est très difficile, c'est très perturbant au début. Hein. Est-ce qu'il y a aussi cette notion du coup de perte de repère? Il y a déjà la perte de repère parce que je l'ai perdue. Mais chez votre mère, est-ce que ça donne le même sentiment mais finalement, j'ai qui en face de moi? Oui. Après, moi je suis un cas particulier, je connaissais tous les défauts de ma mère. Et les qualités, surtout les qualités. Mais tous les petits, pendant le manque de décision, etc., mon père était très à cheval sur l'organisation, la paperasse, etc. Et le fait de voir ma mère complètement perdue là-dessus, manque de décision, etc., enfin de tout, ce qui est normal parce que c'était quelque chose d'atroce hein, quand il n'y a personne pour gérer les papiers. Donc c'est qu'à partir de là, les piliers sont renforcés avec la famille, les frères, etc. Mais en soi, on voit vraiment le visage net parce que à l'époque, j'ai toujours vu ma mère dans son élément, mais dans d'autres éléments, quand mon père est parti, on se rend compte du vrai tempérament. C'est ça, en fait, la subtilité. C'est que je connais ma mère, mais quand mon père part, il y a forcément des situations où mon père serait intervenu
Et là, on voit que dans des moments comme ça, il y a le tempérament qui prend le dessus, et là, on fait affaire plus à la jeune fille, sur lequel on s'aperçoit que voilà, c'est la jeune fille qui parle et c'est pas ma mère. Mais ça, vous avez le recul pour le voir. Voilà. Ce qui n'est pas automatique chez vos autres frères, par exemple. Ah non, bah non. Et du coup, ça peut créer plein d'incompréhension, C'est ça. Et après, c'est vrai que c'est très perturbant au début parce que au début, comment je réagis personnellement, je sais pas. Des fois, je peux prendre ça sous la colère parce que je me dis, ah, elle le fait exprès, c'est pas normal. Après, on se dit, mais en fait, on se remet en question sur tout ce qui se passe, on est tolérant, très tolérant. Et après, on se rend compte que non, en fait, c'est surtout à moi m'adapter aussi parce que je vois une autre personne. Et j'essaye de faire en sorte que la nouvelle personne que je vois, donc la jeune fille, donc ma mère en version jeune fille, si je peux dire, je l'aborde différemment, avec d'autres armes, d'autres outils, d'autres solutions, quoi. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien, ça se passe très bien. C'est juste que dans certaines situations, avec du recul, on se dit, à l'époque, c'était mon père qui faisait. Et finalement, là, je le fais avec mes frères, ma mère, etc. Et tel comportement est accentué parce que là, on voit la vraie personne. Et ça, je trouve que c'est... Au début, je ne le voyais pas parce que j'étais dans mon deuil. Toujours dans ma construction, je suis toujours dans mon deuil. Mon deuil n'est jamais fini, j'ai pas envie de ça. C'est juste qu'à l'époque, je ne voyais rien en fait. Parce que là, je vis toujours avec mon deuil, mais je vois quand même que j'essaie d'être heureux dans mon deuil. En fait, je trouve que ce qu'il y a, c'est qu'au début, et là aussi, le début dure, peu importe chez les personnes, c'est différent, mais en tout cas, au début, on est dans la douleur. Donc en fait, on est tête contre sol. En fait, vous avez le nez dans la boue, quoi. Donc en fait, on voit rien. Quand on commence, du coup, à prendre un peu de recul, même pas du recul, quand on commence il y a du temps qui passe, parce qu'en fait, on fait rien, c'est juste le temps qui passe. Là, du coup, je lève la tête. Et c'est en levant la tête, du coup, que je vois, en fait, les autres autour de moi. En fait, avant, je les voyais pas. Chacun est dans sa douleur. C'est ça. Là, du coup, vous avez vu la douleur et comment chacun en est sorti. C'est un peu comme des rescapés, hein, après une guerre, quoi. C'est... Comment chacun est, quoi. Qui est à peu près sur ses pattes, qui est encore au sol, amputé, c'est ça. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on voit qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment tomber très très bas. Et du coup, je pense que chacun a un peu sa part de responsabilité selon l'affection vis-à-vis de la personne pour l'aider au maximum. Et c'est dans les moments comme ça qu'on se rend compte qui est là. Vous aviez une très belle image qui vous a porté pendant pas mal de temps avec le jardin. Oui, le jardin. Alors, le jardin, du coup, au début, est-ce que vous vous souvenez de comment il était? Déjà, expliquez l'image, parce que moi, je la vois direct, mais... C'est simple, en fait, l'image. En fait, mon père, c'est pareil, c'est toujours mon héros. Il a toujours eu des images hyper simplistes. Et il y a une phrase qui m'a marqué chez lui. C'est un grand poète, hein. Il a dit l'amour que je porte pour ma femme, c'est un jardin que j'entretiens depuis des années. Et le jour où il a dit ça, ça a vraiment fusé dans ma tête. J'ai fait, le jardin, c'est trop romantique, c'est tellement beau. Et à chaque fois, j'essayais de récupérer cet aspect jardin avec ma compagne. Et je me dis, j'adore Amélia, on a un jardin ensemble, on est en train de travailler, on plante, on fait des belles choses. Et après, finalement, on se rend compte que on peut partager un jardin avec plein de gens. On peut partager un jardin commun entre amis, un jardin magnifique avec la famille. Et du coup, des fois, là, on peut s'apercevoir que on ne partage pas de jardin avec tout le monde. Et là, je me rends compte que certaines personnes, je partage, c'est même pas un jardin, c'est du goudron, quoi. Et quand on partage un jardin, pour moi, c'est quelque chose de très naturel, comme la nature. Parce que pour qu'un jardin prenne forme, il faut vraiment travailler, il faut qu'il y ait de la pluie, de la tristesse, il faut que ça tienne, il faut que ça émerge. Et après, le jardin, il est beau, il est magnifique, selon
Parce que quoi qu'il arrive, quand on a fait un jardin, on est fier de ce qu'on a fait. Donc on peut juger, entre guillemets, le jardin de tout le monde, mais on a toujours la satisfaction de ce qu'on a fait nous, de notre jardin commun, même personnel, même dans tout. Et c'est vrai que cet aspect jardin, pour moi, c'est mon père qui me l'a transmis, et depuis, je réfléchis, et je pense que je partage un jardin avec tout mon entourage, avec qui je le veux bien, avec qui j'ai envie de faire quelque chose de beau. Et au début, du coup, quand tu as sacré arbre centenaire, hein, et votre jardin ressemblait à quoi? Vous vous souvenez, vous? Malheureusement, j'étais un peu jeune, et c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte je revois les photos du jardin de mes parents, quoi. Et le ravage que ça a fait, c'est tout. C'est une tornade, c'est tout, c'est comme ça. C'est une tornade, et quoi qu'il arrive, on pourra pas, on peut regarder les photos. Les photos, elles sont magnifiques. Les photos, elles sont juste magnifiques. Et en soi, quoi qu'il arrive, on essaye de tous se mettre ensemble et à replanter quelque chose. On essaye. Mais quoi qu'il arrive, ce qui émerge, on est quand même content. Ah, bien sûr. On est quand même content de la petite fleur qui émerge après. Il y a beau y avoir une tornade qui s'est ravagée sur le terrain, on repart de zéro, quoi. Et malheureusement, on est tous là à essayer d'avancer, quoi qu'il arrive, on est tous par terre. Il y a de la pluie, il y a de la grêle, il y a ce qu'on veut, ça pousse pas, il n'y a rien, et finalement, quoi qu'il arrive, on essaye de tous avancer un peu, le terrain bouge, quoi, entre guillemets, et quoi qu'il arrive, on essaye de tous se tenir la main et essayer de faire quelque chose, malheureusement. Et le seul truc, c'est que on peut regretter le jardin d'avant parce qu'il est magnifique. C'était un jardin magnifique, et le fait d'avoir ravagé tout ça, on se dit que la vie, elle est cruelle, elle est comme ça, on peut pas faire autrement, mais avec tout le monde, avec ce qui reste, avec les gens qui sont là, et on essaie de quand même faire quelque chose. Ça sera jamais aussi beau qu'avant. Ça sera jamais aussi beau qu'avant, mais on essaye, et le fait de voir quand même une petite plante, ça fait quand même plaisir, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Et personnellement, moi, j'avais un jardin, je voyais... En fait, le problème, c'est que personnellement, mon jardin, je le voyais pas, en fait. Et c'est seulement quand mon père est parti que j'ai commencé à voir le jardin de tout le monde, et je regrette de pas avoir profité du jardin, mais bon, non, en fait, j'ai aucun regret, finalement. J'ai tout le temps les photos, et à chaque fois, je regarde les photos du jardin que j'image dans ma tête. Et quoi qu'il arrive, on essaye d'avancer, de refaire un joli jardin, quoi. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Le chemin n'est pas facile. On peut pas acheter des fausses plantes et les planter comme ça. Puis les fausses plantes, de toute façon, elles résistent à rien. Elles résistent à rien du tout. Et c'est ça, quand j'ai ce rapport avec la nature, elle est mal faite, elle est bien faite, on ne sait pas. C'est selon la position de chacun, et le souci, c'est qu'on se rend compte que des fois la nature est bien faite parce des fois il émerge des trucs, on ne sait pas comment, et on se dit c'est sympa, quoi. Et voilà, c'était une phrase bête de mon père, enfin pas bête, non, mais pour moi je l'ai pris, il a dit ça comme ça, mais finalement le soir je me refais ma journée, je dis il a dit ça, c'est quand même sympa, quoi. C'est cool. C'était un sage quand même. Ah oui, c'était vraiment un sage. C'était vraiment un sage. Mais ça, pour le coup, ça, je crois, on en avait parlé une fois, je vous l'avais dit une fois en séance. Et c'était complètement différent, moi, par rapport à vous. Parce que très vite, en fait, cette idée de jardin, elle est venue très rapidement, en fait. Et ça vous suivait un peu, c'était un peu comme un fil conducteur. Ah oui, complètement. Et ce truc de, maintenant, j'ai un jardin partagé, et du coup, c'est beau de voir des choses grandir. Moi qui vivais aussi un deuil de mon côté, et quasiment à la même période, alors c'était pas un de mes parents, mais c'était aussi super fort pour moi, moi je voyais ça, et ça s'est accentué avec les 2 autres décès, et le dernier c'est mon chien, où je me dis, finalement, alors j'espère sortir de ça, du coup j'en suis un peu sortie, mais au début c'était vraiment ça. Je disais, mais en fait on est coincé dans cette vie. En fait, comme si avant j'étais complètement insouciante, comme si en fait j'étais invincible, il peut rien m'arriver, ni à mes proches. Et d'un coup, il y en a un qui part,
qui est pas naturel, encore une fois. Il y a les morts naturelles et il y a les autres. Et là, du coup, je me dis, mais est-ce que à l'âge que j'ai, et je suis encore hyper jeune, et comme vous, encore beaucoup plus jeune, je me dis, mais ça va être ça ma vie. En fait, à partir de maintenant, je vais voir en fait tous mes proches que j'aime partir. Et je me dis, mais c'est juste horrible. C'est de tenir. Je sais pas si je tiendrai. Oui, c'est ça. On pourra jamais être heureux et on pourra jamais être heureux à 100% et jamais être malheureux à 100%. Il faut se contenter de ce qu'il y a autour de nous, en fait. Et c'est pas évident à le matérialiser. C'est vrai qu'on est tous dans ce train boulot, métro, dodo. Et des fois, on se rend compte que, eh ben, il y a des choses qui émergent et des choses qu'on ne veut pas, mais sans s'en rendre compte. Mais quand on s'en rend compte, eh ben, je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un jardin à créer ou à laisser tomber. C'est clair que la réalité est trop dure, mais en soi, quand on essaye de vivre déjà un premier deuil et de se construire un petit château fort, on remet les photos de ce qu'il y avait avant. Et le fait d'être dans notre quotidien à voir les photos, ça ramène quand même du baume au cœur. Enfin, personnellement, il y en a, ça les attriste plus que tout. Mais j'essaye de me téléporter plutôt que de me dire ils sont plus là. Je préfère me dire quand je vois une photo, à ce moment-là, j'étais content. Voilà. Mais j'espère que même il y aura forcément des décès autour de moi, et j'espère mettre plein de photos pour me dire, bah, à cette époque-là, ben, c'était pas évident, mais là, j'étais content parce que, voilà, à ce moment-là, c'est la vie qui est comme ça. Quoi qu'il arrive, on aura forcément du chagrin, mais essayer d'avancer, quoi qu'il arrive, et trouver des moments heureux. Et à la fin, ben, quand on essaie de mettre des photos un peu partout dans notre vie, ben, on se rend compte que, bon, ben, finalement, on essaie d'être content. Et c'est ça la vie en soi. C'est essayer de trouver un moment pour être heureux, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Après, j'ai perdu, entre guillemets, que mon père. J'ai jamais su ce que c'était de perdre un enfant ou quelque chose de plus dramatique, quoi que ce soit. Donc, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Je sais pas. Chaque deuil est différent. Là, aujourd'hui, c'était comme ça. On ne sait pas. Demain, s'il y a quelqu'un qui... On ne sait pas. À chaque fois, c'est différent. C'est ça qui est fou, en fait. Différent, et malheureusement, le deuil est propre à chacun, et c'est surtout le fait de trouver des soutiens, en fait, le plus important. Je me suis rendu compte que j'essaie d'être heureux dans mon quotidien, dans ma vie, et je me rends compte que quand la mort frappe de près, elle peut frapper tout le monde. Et c'est là qu'on se dit, bon ben, je peux partir demain, et je mets quelle photo au mur? Si on met plus de photos, on pleure tout le temps. C'est ça le problème. Je préfère me dire je mets plein de photos, mais se remémorer le moment présent où on était avant, et pas se dire, bon ben, maintenant il est plus là. Voilà, c'est ma vision des choses quand je vois les photos. Je me mets à la place, j'essaie de revivre le moment, quoi. Et puis, finalement, la vie, enfin, elle est quand même... Il n'y a même pas de mots. Je trouve même pas de mots pour ça, mais... J'ai lu une phrase il n'y a pas longtemps et j'ai dit, mais en fait, c'est exactement ça. On passe notre vie à pleurer ceux qui partent, et un jour, c'est ceux qui restent qui nous pleurent. Tout simplement. C'est implacable, en fait. C'est un cycle. C'est théorie et pratique. Théorie, moi, j'adore ça. Les symboles, c'est mon métier avec l'hypnose. Les saisons, moi, je trouve que c'est hyper parlant. On a besoin de l'hiver, c'est ce que je dis toujours depuis longtemps. On a besoin de l'hiver pour avoir le printemps et pour que ça reparte après sur un bel été. Oui, mais du coup, bah, en pratique, l'hiver, bah, quand on en a un dans notre vie, bah, c'est hyper difficile, quoi. C'est vous, les premières petites fleurs qui ont repris vie sur le jardin, parce qu'il y en a eu quand même. Oui, ah oui. Ça a été quoi pour vous, vos bouffées d'air, de l'oxygène? C'était quoi? C'est difficile à dire. Ouais. Bah parce que finalement, il n'y a pas eu un élément marquant. Non. Ça s'est passé sans même que vous le vouliez, quoi. Non, c'est ça. C'est juste à la fin, vraiment, qu'on se rend compte. Et de temps en temps, j'essaye de me téléporter au moment où j'ai perdu mon père.
C'est là que je me rends compte que j'essaie de parler à ce garçon-là en me disant essaie de t'accrocher parce que c'est pas facile. Et quand on est dedans, on s'en rend pas compte parce que tout nous tombe dessus et on voit rien, quoi. Et trouver une bouffée d'air frais, c'est pas. C'est bien, hein. Je suis parti 2 semaines en vacances juste après le décès de mon père, c'était pas les meilleures vacances de ma vie. Parce que voilà, ce sont des événements qu'on vit, mais qu'on ne voit pas en fait à la fin. Parce que on le ressent plus. Des fois, j'ai l'impression qu'on part en vacances pour partir en vacances, parce que voilà. Mais des fois, le fait de partir en vacances, c'est le fait d'être vraiment vivant, sentir vivant. Ça, c'est quelque chose qui a été hyper important par contre pour vous. Oui, parce qu'en fait, on peut vivre des choses au quotidien, mais on ne se sent pas vivant. Et cet aspect-là, je l'ai ressenti bien après. Et c'est vraiment le souci. C'est que des fois, on peut se rendre compte des choses qu'on a vécues, qu'on n'a pas qu'on n'a pas. Je sais pas comment expliquer. Oui, on n'a pas vraiment vécu en fait. On était là, mais pas là. On était. Et ça faisait partie d'une routine d'un quotidien sans pour autant se rendre compte de ce qui va se passer à la fin. L'aspect naturel des choses, on partira quoi qu'il arrive. Et ce truc de je veux me sentir vivant maintenant et je veux profiter, chez vous, il a pris plusieurs facettes. Ça a été dans plusieurs facettes au boulot déjà. Oui. Là, vous avez vraiment pris du coup vos baskets à vous. Oui. Et ça a été différent du coup que celle de votre père. Complètement. C'était comment pour vous? Je travaille encore tous les jours dessus. C'est vrai que la routine au travail, bon après mon travail il est assez particulier dans le sens où quand je fais des plans, j'ai 2-3 semaines pour les faire on va dire et finalement les clients peuvent revenir me voir peut-être 2-3 mois après pour justement discuter. Donc là ça fait seulement 2-3 ans que mon père est parti, 20 mois. C'est à partir de ce moment-là que je me rends compte que je fais d'autres choix en fait. Et là je me rends compte que j'appréhende la vie autrement. Et je tire des erreurs de mon père. Et j'essaye de peut-être provoquer indirectement les miennes. Par curiosité. Par curiosité. Parce que des fois, j'ai envie d'oser. Et me dire, mon père l'a pas fait, et pourquoi moi je le ferais pas? Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis pas mort. Voilà. C'est vraiment ça en fait. Et c'est vrai qu'à la fin, je me dis plusieurs fois, je suis pas mort. Et après, c'est vrai que je me dis, essaye d'autres choses. Parce qu'en soi, le problème, c'est que dans mon cursus, je faisais pas d'erreur parce que mon père était derrière pour tout contrôler, ce qui est normal. Et du coup, personne derrière moi m'a dit, ce que tu fais, c'est bien, pas bien, et ça, j'avais toujours eu du mal. Et à la fin, avec l'expérience de mon père qui m'a très très bien formé, je faisais pas d'erreur, dans le sens, je fais comme des erreurs, mais j'ai quand même une certaine rigueur qui m'a transmis que voilà, je remercierai jamais assez. Et à quelque part, il y a une petite côté folie qui me dit, le fait que mon père avait, je sais pas comment expliquer, mon père avait une façon de voir la clientèle différente de la mienne. Mon père était très très gentil. Le problème, c'était très très compliqué parce que le monde des affaires, il n'est pas gentil du tout. Et ça, c'était un de mes gros soucis. Et le problème, c'est que les gens ont continué à me solliciter comme solliciter mon père. Et au bout d'un moment, on vrille. Il y a un holà, un stop, ou pas forcément verbal ou physique, mais naturel. Celui-là, il m'emmerde, hop, je coupe. J'ai pas envie de perdre de temps. Après, voilà, c'est ça le problème, c'est que moi, j'avais la facilité de faire ça. Et c'est pour ça que j'avais des remises en question, parce que mon père n'avait pas la possibilité de faire ça parce qu'il devait manger. Et moi je me dis, mais attends, mais t'es quand même culotté de faire ça, Loris. Et des fois je me dis, oui, non, mais à quel prix Et c'est pour ça que je me dis, des fois j'ai des problèmes que je me posais comme question. Enfin, je me posais des problèmes. Des fois je me dis, ça va, t'arrives à manger. Mon père il me disait, si t'arrives pas à payer le loyer à la fin, ou tu payes le loyer, mais tu manges un paquet de pâtes, c'est le principal, tu chauffes en ouvrant le four. Des fois mon père il me disait des choses qu'il a vécues, et je me dis, au pire, j'en suis pas au point là, quoi.
Je vais pas... bon, c'est vrai que je chauffe, avec la crise énergétique, on fait tous attention, certes. Mais c'est vrai que moi, manger un jour sur deux, comme certains font, j'ai de la chance de ne pas en être là. Et je me dis, bah, essaie de profiter, t'en es pas là au bout d'un moment, et n'essaye pas de te chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Alors justement, vous avez parlé du à quel prix? Oui. Votre père, lui, il a eu une façon de fonctionner. Il a eu, lui, c'était tout pour ses clients. Il bossait à la maison, c'était non-stop en fait. C'est ça. Et vous, bah, vous avez décidé de ne pas prendre le même chemin. Complètement. Parce que déjà, par rage, parce que forcément, quand un pilier part dans le monde pro, j'ai vu personne. Hein. Certains très très bons clients, certes, mais il y a d'autres gens, la nature est cruelle, elle est faite de salauds, hein, en vrai, c'est très triste. Et se prendre des gifles comme ça par des clients qui n'ont aucune compassion, aucune tolérance, rien, et ben je me dis, mais qu'est-ce que j'irais me faire chier avec eux, quoi. Je vis pour moi, je vis pas pour eux, et mon père vivait pour eux. Et ça m'a permis de me dire, ben, envoyer les boulets, fais des erreurs ou prends des décisions toi que mon père faisait pas. Mais si on pousse en fait le fil là, ça a été de se dire, il a même pas pu profiter de sa retraite en fait. C'est ça. Et pourquoi en fait finalement? Et ça, pourquoi? Pourquoi? Comment? Et je me dis que bon, c'est vrai que bon, on est un peu dans l'actualité, c'est un scandale que la retraite soit à 64 ans. Bref, mais psychologiquement parlant, j'ai pas envie d'attendre la retraite parce que j'ai l'impression que les gens attendent la retraite pour profiter de leur vie. J'ai pas envie d'attendre 64 ans pour aller à la retraite. J'ai envie donc que mon quotidien soit ma retraite entre guillemets si je peux dire. J'ai pas envie d'être en retraite pour être tranquille. Pour moi, être en retraite, c'est une autre vie. C'est bon, bah, on n'est plus dans le monde pro. Bon, on a peut-être, voilà, on a des revenus, on peut partir faire d'autres activités, de la routine habituelle, quoi. Pour moi, la retraite, c'est pas une date butoir pour profiter de la vie. Parce que mon père me disait tout le temps, on verra, on verra, on verra, on verra. Ma mère lui disait, arrête de travailler. Ouais, oui, oui. Voilà, c'était toujours la routine. Et malheureusement, mon père, par rage, bon, il a eu un cancer à l'estomac, malheureusement, mais je pense que voilà, le travail l'a bouffé aussi, le comportement de chacun. Donc, quelque part, j'ai une rage vis-à-vis aussi des clients. Pour moi, je vois des clients, mais je vois même plus des clients, je vois juste des porte-monnaies, quoi. Puis c'est tout. Je m'en fous. Moi, je prends juste mon argent, j'ai une relation pro et basta. Toujours on était en cordial, mon père était trop gentil, mais il faut juste être ferme et ne pas avoir peur d'envoyer chier les gens, malheureusement, c'est triste à dire. Mon père m'a toujours enseigné la gentillesse, la politesse, etc. Il s'est fait bouffer toute sa vie et je le ressens maintenant. Et ça, c'est très 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 dur. Les gens sont très 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 méchants. Et pour faire face à ça, ben, on n'a pas que le choix de... Après, j'avais de la chance dans le sens où j'avais la possibilité d'envoyer chier les gens. Et ça aussi, j'avais du mal à l'accepter. Je dis, mais lui, je l'envoie chier, mais j'ai pas faim. Et je me permets, c'est qui le jeune con là qui envoie chier les... Je me voyais un peu comme un jeune con qui envoyait un peu péter tout le monde. Et avec du recul, je me dis non, j'envoie pas péter tout le monde. Je prends ma vie en main, je veux profiter de ma vie, quoi. Ça allait avec le côté, des fois vous le disiez, mais c'est pas négatif, c'est je veux être égoïste. Oui, c'est ça. Moi, je dis aux gens, soyez égoïstes. Au bout d'un moment, il faut quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, on est seul, on grandit avec plein de gens, mais quoi qu'il arrive, la vie, on mourra seul. Il faut récupérer tellement de gens dans son voyage pour être heureux qu'à la fin, quoi qu'il arrive, on est seul. Et mon père, c'est trop bouffé pour les autres. C'est ça qui m'a perturbé. Et maintenant, mon père, il était extrêmement généreux. Et bien maintenant, j'ai envie d'être extrêmement égoïste pour moi. Parce que c'est surtout la colère. Je pense que c'est cette partie colère-là qui parle. Vis-à-vis de ma famille, il s'est passé des choses. La colère ne pouvait pas parler, tellement le chagrin était immense. Mais vis-à-vis de la vie pro, je prenais pas de gants. J'étais égoïste tant que je pouvais me le permettre. Quoi qu'il arrive, il y aura... Après, c'est avec l'expérience, mon travail, je me remettais en question en me disant, bon, bah, je peux retomber sur mes pattes quoi qu'il arrive, je change de travail, la vie elle est faite de plein de choses. Si ça marche pas, tant que je suis pas mort, Ça ira. ça ira.
ça ira. Et le fait de voir mon père mourir à petit feu et se remémorer les moments où les clients appelaient, j'avais une rage, je voulais exploser le téléphone. Une fois, j'ai décroché, j'ai insulté un client, mais je pourrais, bon, ça je le ferai plus parce que faut mettre au bout d'un moment des filtres et de répondre de manière très cordiale, mais quand on est dans le brouillard, on se rend pas compte de tout, mais on pète un câble. Je peux comprendre que les gens pètent des câbles. C'est normal de péter des câbles, c'est très dur à contrôler. Le chemin que j'ai fait, pour moi, c'était laborieux. On est tout le temps en extrême, on peut être extrêmement tout, quoi. C'est ça qui est difficile, extrêmement triste, extrêmement heureux, extrêmement égoïste. Et trouver un équilibre là-dedans, c'est un chemin très très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, cet équilibre, vous le touchez un peu du doigt en tout cas, dans votre quotidien? Est-ce que vous trouvez que vous êtes plus vivant? Pour l'instant, dans mon équilibre, je me sens vivant. Vis-à-vis du mon jardin quotidien, je me sens vivant. Et après, j'essaie d'anticiper une tempête, quoi qu'il arrive. Mais il fait beau, allez, va dehors, quoi. C'est tout. Voilà. Je me pose pas plus de questions. Des fois, je me pose, je vois un chien en train de renifler la pelouse, je me dis, il vit sa vie, quoi. Moi, j'ai envie de regarder les papillons, voilà. Pareil, j'ai envie de pas non plus trop me poser de questions et regarder juste ce qui se passe autour. Regardez, il fait beau, il y a des oiseaux, il se passe plein de choses, en fait. À l'instant T, sans trop anticiper ce qui va se passer, j'ai l'impression que j'ai toujours été dans l'anticipation de tout. Et au bout d'un moment, il faut arrêter d'anticiper. Mais on nous force à ça aussi. C'est ça, on est conditionné à ça, c'est atroce. Il faut arrêter d'anticiper les choses. C'est bien anticiper. Je reviens à ce qu'on se disait au début, fais des projets comme si tu allais vivre une éternité, mais vis chaque jour comme si c'était le dernier. Là, je le pratique. Je le pratique maintenant. Et c'est vrai que maintenant, là, je commence à avoir des projets dans ma vie avec ma conjointe, on va avancer de notre côté, avec la famille, etc. Mais vis chaque jour comme si c'était le dernier, je l'ai quand même dans un coin de ma tête. Et bon, c'est vrai que le fait de vivre un deuil comme ça, c'est compliqué. Parce que c'est mon premier deuil très proche, la mort m'a frappé de près. Et c'est vrai que ce qui me fait peur maintenant, personnellement, à l'avenir, c'est que j'ai peur que dans ma vie, il y a un été hyper long et qu'il arrive une autre tempête. Mais c'est ça qui fait peur. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, il fait beau, va quand même dehors. Va prendre l'apéro, quoi. C'est tout. C'est tout. Et quoi qu'il arrive, on peut rien faire. On peut rien faire. Mais finalement, moi, ce que j'entends aussi, et c'est pour ça que c'est super beau, parce que c'est tellement... Je trouve que votre témoignage, il symbolise vraiment la vie, mais avec un grand V. Parce que la mort vous a percuté, pour le coup, vous a enlevé la personne la plus précieuse dans votre vie. Et au final, c'est grâce à la mort, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est la mort qui vous a, en fait, donné la vie. Parce que là, pour la première fois, vous vous sentez vivant. Alors qu'avant, on est un peu tous comme des automates, quoi. On n'a pas conscience d'être en vie tant qu'on ne perd pas quelqu'un. Tant que la mort, elle frappe pas à notre porte. Moi, je le ressens aussi comme ça. Ah oui, faut le ressentir comme ça. Hein. Mais après, ce qui m'a amené à faire la démarche de consulter, c'est vraiment l'entourage. Parce qu'en vrai, personnellement, moi, quand j'étais dans mon deuil, dans mon deuil, j'ai l'impression de dire dans mon trou, je voulais juste grimper et tout seul. C'était impossible. On m'a recommandé donc forcément des soins, aller chez le médecin, des antidépresseurs, etc. C'est des solutions que personnellement je n'ai pas pris. Je le vois avec ma conjointe, c'est quand même pas mal parce que voilà, c'est des traitements qui sont plus ou moins longs, mais finalement je la vois changer. Parce qu'elle aussi, en tant que conjointe, elle a vécu aussi un traumatisme vis-à-vis de moi parce que j'ai énormément changé. On a eu peur, on a failli casser, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ces moments-là. Et je la remercierai jamais assez qu'elle soit toujours restée auprès de moi pour me soutenir. Et c'est pour ça que le fait d'être bien entouré, c'est un pilier de vie, quoi, en fait. Pour que quelque chose émerge, il faut vraiment qu'il y ait de la vie autour. Il faut un bon terreau aussi. Donc il faut des belles personnes. Tout doucement, on arrive à la fin
de ce podcast. S'il y avait quelque chose que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent, mais qui, elles, sont les proches de personnes, comme Amélia. Comme Amélia ? Comme vos amis, comme ceux qui sont dans le périmètre. Vous auriez envie de dire quoi à ces personnes-là ? Il y a tellement de choses à dire qu'il faut refaire un autre podcast. Il faudra refaire un podcast parce que c'est... Vivre seul, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Pour moi, je vis dans un château, mais le château, c'est mon entourage, quoi. S'il n'y a pas de château, je suis rien. J'ai pas de vie, en fait. J'ai pas envie de vivre dehors. Mon foyer, c'est mon château, quoi. Et quand je vois l'entourage que j'ai un château fort monstrueux, quoi. Je le vois, même si je regrette du château que j'avais avant avec mes parents. Mais j'ai construit le mien. J'ai construit le mien avec mon entourage. Et ils font partie des pierres. Et je vis avec eux. Et c'est eux qui m'ont abrité. C'est eux qui m'ont protégé. Pour moi, il y a eu des tempêtes, ça n'allait mal. Il s'est rien passé. Ils ont toujours été là. C'était vraiment quand je vois vraiment, je symbolise mon entourage comme un château fort, quoi. Il me protège. Et quand une personne perd un proche, il faut être là. Si elle a fait partie de votre protection, si je peux dire, c'est important. Parce que personnellement, avec ce que j'ai vécu, s'il y a un de mes proches qui vient à perdre un membre de leur famille, je serai là, c'est clair. Alors, pour vous, être là, finalement, c'est quoi ? Pour moi, être là, c'est comprendre la personne. C'est pas facile. Enfin, on peut pas dire aux gens sois pas triste. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est pas possible de dire sois pas triste. Ouais, bah t'as qu'à être content. Non, je sais que, mais en fait, le fait est que j'ai l'impression que on est tous dans le même bateau et quoi qu'il arrive, il faut s'entraider et avancer ensemble. Et quoi qu'il arrive, il y aura des éléments qui vont partir. Ils vont partir. Et plus on est fou, plus on rit. Et plus on a de gens autour de soi, bon après je parle pas des réseaux parce que moi je suis pas du tout réseau social, mais je parle des bonnes personnes, hein, parce qu'il y a des gens qui ont, voilà, j'ai pas envie de débattre là-dessus, mais en soi ce sont des gens qui font partie de ma vie, avec qui ben, j'ai envie qu'ils s'en sortent. Je l'ai vécu, je partagerai mon expérience, mon vécu, les questions, j'essaierai de donner mes armes, je ferai en sorte de donner mes armes à la personne là. Il faut donner, faut essayer de, même juste être présent, avoir le sourire. Juste une simple présence, c'est déjà réconfortant. Mais après, c'est vrai que dans mon deuil, il y a des présences qui ont fait que j'avais besoin d'être seul aussi. Donc, à quelque part, quand une personne est en deuil et qu'elle veut voir personne, faut pas le prendre mal. Si elle a besoin d'être seule, j'ai eu besoin d'être seul, ça m'a fait beaucoup de bien. Personnellement, j'étais chez des amis, je gardais des chats, ça m'a fait énormément de bien. Juste être en compagnie d'animaux et être seul avec soi-même, ça fait du bien. De se remettre un peu en question sur la vie, de couper tout ce qu'il y a autour de soi. Ça fait vraiment du bien. Et il faut pas des fois être à l'initiative d'aller demander. Ou même s'imposer, des fois. Ou même des fois s'imposer. Parce que quand on est dans le brouillard, on voit rien, quoi. Il faut que quelqu'un tende la main quelque part, quoi. Quand j'étais face contre terre, je voyais rien. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait autour de moi pendant cette triste période, ben, je me rends compte que y a vraiment une grosse solidarité. Et ça, c'est important.
Maintenant, quand une personne voilà, perdra un membre de sa famille, je comprendrai. Bah oui. Je comprends. Je peux être là, mais je comprends mieux. Enfin, et le problème, c'est que voilà, on peut rien faire. On peut juste être là et essayer de rendre la vie meilleure. C'est ça le plus important, en fait. On a des outils, on peut aller se faire suivre. Après, malheureusement, la situation actuelle avec les médecins qui boycottent un peu tout ce qui est séance de psy, ça n'arrange pas les choses. Malheureusement, il faut aller voir des thérapeutes par soi-même, il faut prendre des démarches soi-même. Et à ces personnes-là, je leur dis, il faut se bouger pour aller mieux. Et regarder si la vie telle que vous la voyez, est-ce qu'elle vous convient? Parce qu'au bout d'un moment, elle ne me convenait pas, et c'est vrai que le fait d'aller voir quelqu'un, ça apporte énormément de choses. Parce que j'ai eu cet aspect entourage, mais le fait de parler de mes problèmes au quotidien avec une personne tierce de mon entourage, donc de mon jardin général, entre guillemets, c'est une personne qui analyse vraiment le jardin et qui va juste vous ouvrir les yeux sur pourquoi il y a des mauvaises herbes ici, pourquoi il y a des belles choses là. Et après, vous regardez qu'il y a forcément un lien à tout ça. Et pour moi, il ne faut pas rester tête dans le guidon et rester juste dans son cocon, quoi. Il faut un peu percer la bulle et pas avoir peur d'aller voir quelqu'un pour justement avoir une autre vision de ce qui nous entoure, quoi. Parce qu'à force, la parole des gens n'a plus de valeur. Parce qu'on est habitué, on est conditionné. On ne peut plus rien faire. Comme je le disais à ma conjointe, moi, ça fait 7 ans que je suis avec elle. Je lui répétais des trucs depuis qu'on est ensemble. Mais parce que je le voyais moins. Et le problème, c'est qu'elle le voit elle seulement maintenant, 7 ans après. Et pour être honnête, ça m'a fait drôle d'entendre mes paroles sur... elle a répété mes paroles il y a 7 ans, quoi, en fait, ou au quotidien. Parce que le problème, c'est que quand on voit des personnes, on a beau leur dire, mais quand ils intègrent bien l'idée et le ressortir d'elles-mêmes, c'est quelque chose de gratifiant. On voit qu'il y a du progrès, quoi. Et être trop conditionné, c'est pas bon. Il ne faut pas être conditionné et avoir tout le temps un même train de vie. Au bout d'un moment, il faut prendre une sortie et analyser tout ce qui se passe, quoi. Et puis essayer. Et essayer. Après, c'est vrai que personnellement, je suis quelqu'un de très curieux. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui aient honte, qui aient du mal. Je peux comprendre, parce que voilà, on a un peu jugé, mais ça, c'est faux. C'est parce que tout le monde est pareil. Mais je comprends, parce que j'étais aussi un peu comme ça. J'avais un peu des idées reçues. Ouais, tu vas voir un psy, t'es à moitié fou, toi. Non. Et finalement, dans mon entourage, j'ai beaucoup d'infirmières qui sont aussi en psy, et ils recommandent vraiment à tout le monde d'aller voir un psy. Même dans l'enfance. En vrai, je pense que dans l'enfance, j'aurais pas, vu ce qui s'est passé vis-à-vis de ma situation, j'aurais pas été contre avoir des séances dans ma jeunesse. Au contraire, je trouve ça hyper constructif. Parce que finalement, quand on voit les enfants, personnellement, je vois les enfants d'une autre façon. J'ai l'impression d'apprendre des enfants, parce que j'ai été enfant, c'est pas parce que j'ai été enfant que je sais mieux qu'eux, en fait. C'est ça qui est marrant. C'est que maintenant, je vois certains enfants qui ont leur traumatisme, qui ont leur impact. Et je dis, oula, il faut suivre, quoi, quand même. Parce que l'enfant, il va être conditionné à ça, il va y avoir des répercussions. C'est très important, ça, je trouve. Et des fois, ce sont des situations toutes bêtes, comme par exemple un deuxième frère, ou quelque chose comme ça. C'est tout bête, hein. Il peut se créer des choses. Mais finalement, quand on est enfant, on ne s'en rend pas compte, mais quand on voit des enfants, on s'en rend compte. Et ça, je trouve que c'est bien que tout le monde en ait conscience, et pas qu'on soit tous conditionnés. On est tous conditionnés en ce moment. Mais ça, c'est ce que finalement, ça vous a apporté aussi. Cette sensibilité-là, vous ne l'aviez pas avant. Ça vous a... C'est une ouverture aussi sur le monde, sur les gens, tout ça. Du tout, je ne voyais absolument rien.
C'est clair que je ne voyais absolument rien. Quand on est conditionné, on n'a rien à faire, on est vraiment dans notre quotidien. On est dans notre quotidien et il n'y a personne qui va nous poser les bonnes et les vraies questions. Mais parce qu'on veut pas non plus. On fait pas la démarche non plus. On reste bloqué, quoi. C'est ça, on reste complètement bloqué. Mais le problème, c'est que voilà, quand j'étais dans tous mes états, dans ma douleur, etc., quand, pareil, mon entourage s'est inquiété pour moi. Ça, il faut s'inquiéter pour les gens qui nous sont proches aussi. Ça, c'est très important, parce que moi, j'ai pas envie de voir un ami, une approche, ma famille être déchirée. Il faut être là pour eux. Et grâce à eux, ils m'ont aidé à trouver des solutions, des armes. Bon ben, va voir un thérapeute, va chez le médecin, va faire du sport, etc. C'est plein d'éléments que voilà, j'ai pris pour moi et que je mets en application. Mais là aussi, je trouve que là, c'est délicat à chaque étape parce que finalement, à quel moment on sait que quelqu'un a besoin d'aide? C'est peut-être le moment où juste la personne avait besoin d'être seule au moment-là. Et je trouve qu'il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour tout, c'est clair. Parce qu'en soi, le vrai problème pour moi, c'est que je trouve qu'on peut aller voir sans qu'il y ait de soucis si tout se passe bien. Parce qu'on est conditionné, on vit notre best life, si je peux dire. Mais au bout d'un moment, quand il y a eu quand il y a un trauma, c'est là que on est dans le noir. Et quand on est dans le noir, eh ben, on essaie d'allumer la lumière, on trouve n'importe quoi, on ne sait pas. On sait pas. Quand il y a la lumière et que tout le monde est content, on se pose pas la question, c'est ça le truc. Et c'est vicieux parce qu'aujourd'hui tout va bien, demain rien ne va plus. Et personnellement, mon père m'a toujours, enfin même ma famille en général, m'a toujours conditionné à ça, que voilà, faut profiter du moment. Mais ça, je trouve que c'est déjà une bonne démarche de faire la théorie avec tout le monde. La théorie, c'est quand même pas mal. Enfin, il faut la faire parce que personnellement, ça m'a bien aidé. Je m'en suis pas rendu compte tout seul. Et du coup, Ça reste en fait. ça reste. Et un jour, quand on en a besoin, bah là, ça fait sens. Ça fait sens. Et ce qui m'est arrivé, c'est de passer à la pratique en fait. C'est vraiment, là, je suis passé à la pratique. Et avec tout ce qu'on m'a dit avant, c'est vrai que voilà, chacun a ses liens avec ses parents. Moi, j'avais mes liens et bon, je trouve que c'est quand même bien de faire une théorie sur l'enfance, de ce qui va nous arriver. Malheureusement. Voilà, je sais que quand mon père on était en voiture, j'ai toujours des phrases, j'avais 10 ans, il me disait toujours la vie, elle est très précieuse. La vie, elle est très précieuse et je sais qu'une fois, mon père m'a dit, dans une phrase toute bête, hein, profite de la vie, demain je peux mourir sur la route. Et à partir de ce moment-là, oui, je me suis dit, oui, ouais, effectivement, profite de la vie. Ou genre, quand mon père me disait, tu te plains, ben, va dans les hôpitaux, va voir tous les gens de ton âge là, qui sont en train de mourir. Je crois que c'est bien ça. Et toi, tu te plains. Et c'est vrai que à chaque fois, quand mon père me disait des paroles comme ça, je me dis, mais si je me plains de ma vie, que je suis en bonne santé, mais je suis le dernier des enculés, vraiment. Je suis vraiment un salaud, quoi. Et j'ai mes deux jambes, je vis, je sais où est-ce que je vais finir. Il y en a qui n'ont pas la chance là. Faut bouffer la vie, quoi. Voilà, ce sont des paroles que voilà, j'ai mis en pratique tout seul. Parce que j'ai eu la pratique. Et en théorie, vous voyez, c'est vrai que c'est toujours bien de le savoir avant, quoi. Donc pour l'enfance, je trouve que c'est très 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 bien. Je trouve qu'on ne le fait pas assez pour les enfants. Parce qu'ils m'ont apporté, vraiment beaucoup. Et pour tout le monde, je recommande vraiment d'aller voir vraiment quelqu'un qui puisse sortir un peu de cette condition, de cette routine. On n'est pas là que pour servir les autres, ou on n'est pas là pour vivre et mourir sans rien voir, quoi. Au bout d'un moment, ouvrez la porte et regardez le monde, comment il est grand. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ça, ce sont des choses que voilà, j'ai mis en pratique maintenant, quoi. Et maintenant, tous les jours, quand je vis personnellement, ben, j'essaye de faire en sorte de profiter, même si je sais que je peux anticiper la tempête. Mais si je vois une tempête dans le jardin de mon voisin,
d'un de mes proches, eh ben, je vais aller à son secours. Et on va essayer de faire quelque chose pour que, voilà, rendre quelque chose de beau. Ça sera jamais aussi beau qu'avant, certes, mais bon, on va faire un beau jardin, quoi. Peut-être ça sera peut-être plus beau après. Ça sera peut-être plus beau après. Après, c'est voilà, c'est selon l'âge. Forcément, quand on vieillit, il y a les chênes centenaires qui étaient magnifiques, mais quoi qu'il arrive, le jardin va se transmettre de génération en génération. Et c'est ce qu'il faut se dire, quoi. Mais quoi qu'il arrive, ouais, personnellement, si j'irais aider quelqu'un de mon entourage sans hésiter, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose de très traumatisant. C'est hyper traumatisant. Honnêtement, c'est triste dans le monde dans lequel on vit. On peut même pas aller chez le médecin. On va chez le médecin, ma copine elle s'est fait prescrire des séances de thérapie. Ils le boycottent parce qu'ils sont pas payés. Arrêtez, quoi. On va chez le médecin, allô, non, on boycotte, rien à foutre. On peut compter sur personne, mis à part des gens qui nous entourent. Il y a un système qui est là, mais le système, des fois, il fout un coup de pied dedans et ça sert à rien, quoi. Parce que, voilà, l'argent, le pognon fait tout qu'on soit conditionné, c'est comme ça, c'est pas autrement. Au bout d'un moment, c'est à nous à se bouger et personne ne peut nous aider, mis à part nous-mêmes. Mais je trouve que c'est en se bougeant, on est d'accord sur le système. C'est un système qui est obsolète, il ne fonctionne plus. De toute façon, on se rend compte, là, il est à ses limites. Mais du coup, ce que vous faites, ce que vos proches font, enfin, vous voyez, c'est ça qui crée la société de demain. C'est parce que vous le faites, vos proches, vous voyez, c'est les millions, en fait, qui font qu'à un moment donné, les consciences, elles vont bouger. Et elles sont en train de bouger. Moi, je vois quand même beaucoup de positifs à tout ça. C'est juste que... Voilà, ça fait beaucoup de bruit quand il y a une forêt qui est en train de tomber. C'est ça. Mais les arbres qui poussent, on ne les voit pas trop, c'est plus silencieux. Ouais. Mais pourtant, ils sont là. Donc, C'est ça. Oh, mais des fois, derrière un buisson, on peut trouver des surprises. C'est ça qui est marrant. Oui. C'est à toute échelle. On peut trouver des choses magnifiques. En poussant un peu un buisson, on peut trouver des choses magnifiques. Mais il faut s'en rendre compte, c'est ça le problème. Et quand les gens sont conditionnés, des fois, je les vois comme des gens endormis, quoi. Ils sont tout le temps en train de vivre pour vivre, sans pour autant dire quel est l'objectif de vivre. Il n'y a pas d'objectif à vivre, mais quoi qu'il arrive, on sait comment ça va finir. Donc quoi qu'il arrive, il faut quand même... Oui, mais quelque part, après, vous êtes fait réveiller par la mort de votre père. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que... Quand on est endormi, ben, il faut que quelque chose nous réveille. Alors des fois, c'est une mort... Des fois, ça va être des séparations. Des fois, c'est une maladie. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous percute, en fait, pour qu'on se réveille. En fait, j'ai l'impression que c'est... en fait, je vois tout le monde dans un œuf. Quoi qu'il arrive. On est tous conditionnés à un moment donné, dans l'enfance. On a beau dire la théorie, mais il y aura un événement dans la vie de chacun qui fera éclore un œuf. Okay. Voilà. Qui viendra faire éclore un poussin qui va avoir le jardin, quoi, en fait. Tout simplement. Et quoi qu'il arrive, il y aura forcément des traumatismes, et ça, faut se faire entourer. Et le problème, c'est on n'est pas tout seul, et il y a des gens sur lesquels on peut vraiment bien compter. Et personnellement, ouais, s'il y a des gens qui comptent énormément pour moi, je serais le premier à aller voir, à comprendre. Il n'y aura pas de solution miracle, il n'y a aucune solution miracle. C'est un fait, c'est un fait. Donc on en fait quoi? C'est ça en fait, c'est vraiment ça. Ça rejoint ce que vous dites, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que, c'est la dernière question, elle sera courte, un mot que je pourrais vous souhaiter pour la suite? Le verbe adapter. Ok. Adapter. Il faut tout le temps s'adapter. Tout le temps. Il est tellement juste. Oui, adapter. Je peux garantir rien demain. On s'adapte. On fait en sorte que... Un pas après l'autre. Voilà, un pas après l'autre. Merci beaucoup, Loris, parce que c'était un sujet qui était vraiment pas évident, mais que je trouve important d'exprimer. Surtout dans la société là où il faudrait vite passer à autre chose et que tout aille toujours super bien, c'est important. Merci. C'est un plaisir de faire partager mon aventure, entre guillemets, mais c'est... tout le monde passera par là.
Et faut grandir, malheureusement. Et je me suis... Et il faut en parler. Donc là, voilà, c'était une façon pour vous, du coup, de partager. C'est ça. Merci beaucoup.